Sonia, 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 hello. Bonjour Ewan. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à la série américaine You, qui compte 5 saisons et qui Mm. fait parler d'elle depuis pas mal de temps maintenant. Euh, alors, je vais tenter de résumer la série sans trop spoiler. Euh, Ouais. alors, fantasmer un homme comme toi est le seul recours pour supporter l'existence d'un homme comme toi. Je viens de paraphraser Brontë, l'une des nombreuses femmes de Joe, qui nous sert là un paradigme de contradiction hyper fascinant. Tu vois, le mec est un criminel de Ouais. tout premier plan, c'est-à-dire un tueur en série, mais on ne peut s'empêcher de le désirer. Ok. Les spectateurs le désirent en tant que protagoniste omnipotent. Hein, il obtient gain de cause sur 5 saisons quand même. Rien ni personne ne semble lui résister et sa voix off, comment dire, cadence le récit tout du long. La voix de ses pensées nous hante en quelque sorte. Les spectateurs le désirent, les femmes de la série, les grandes héroïnes tragiques de sa vie, l'appellent de leur vœu, comme Brontë. You, c'est l'histoire d'un mec d'aujourd'hui, a priori lambda, Joe Goldberg, qui, sous couvert de revisiter le mythe du cheval blanc, enfin du cheval blanc, du chevalier blanc plus exactement, c'est pas un cheval, c'est un homme, du chevalier blanc, en devient le monstre qu'il est censé combattre, le prédateur ultime, le funeste dragon, quoi. Comment est-ce que tu résumerais, toi, Mm. là? Mm. J'aime bien ton résumé. Moi, je le résumerais de manière un peu plus simple, un peu plus psy aussi peut-être, euh, sur l'idée quand même que Joe, même s'il apparaît comme ça, comme un espèce de prince charmant dans sa librairie, toujours très bien habillé, un homme à qui le visage d'ange, on donnerait le bon Dieu sans confession. Comment ne pas être attiré par cet homme qui montre un visage tellement doux, tellement aimant, et finalement, cette voix off dont tu parles, qui serait son intériorité, tu vois, la noirceur, les idées obsessionnelles qu'il a, la façon dont il est obsédé par les femmes, ou par celle qu'il choisit, hein, à chaque fois, dans celle qui est l'élu, et celle pour qui il va être complètement dévoué en apparence, tu vois, c'est l'histoire de la quête de l'amour, en fait, mais du point de vue d'un tueur en série, je dirais. C'est quand même pas tout à fait pareil. Donc on peut le fantasmer et en même temps bah, de loin, quoi. C'est le principe du fantasme, il ne faut pas toujours le réaliser. Donc je dirais que c'est ouais, l'histoire de la quête de l'amour chez un tueur en série. Qu'est-ce que ça donne? La façon dont il est obsédé par les femmes, la façon dont il va tenter de s'en rapprocher par des stratégies très manipulatoires. C'est un petit peu l'image, la métaphore, tu vois, de l'araignée qui tisse sa toile, quoi. Il a une Ouais. cible, il va tisser sa toile petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit complètement prise. Et on y reviendra, quoi. C'est la question aussi de l'emprise dans l'amour. Ouais, tout à fait. L'emprise dans l'amour, Joe et l'amour, ça c'est une thématique qui est quand même sympa à développer. Moi, je dirais que le point ou l'un des points névralgiques de son rapport à l'amour, c'est qu'il se vit comme un homme romantique de très haute volée. Je l'ai dit, son projet, c'est de réactiver l'amour courtois du Moyen Âge, l'amour que ressent le chevalier blanc, le chevalier parfait pour sa dame. Avec Joe Goldberg, on entre dans une culture non seulement romantique, mais romanesque, une culture du livre. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que le mec est libraire, puis professeur de littérature, puis libraire à nouveau, et enfin écrivain. Spoiler, c'est un petit spoiler. Joe divinise les femmes, au moins durant les premiers travaux d'approche, quoi, les premières phases de la séduction. On peut réfléchir au rapport à la mère. Sa mère a été violentée par son père ou son beau-père, je ne sais plus. Et de cet épisode fondateur aurait peut-être émergé, par esprit d'opposition,
la divinisation de la femme, quoi. Femme qu'il faudrait pouvoir protéger comme une relique sacrée, protéger des dragons de ce monde, quoi, des prédateurs de ce monde. Joe s'est octroyé le droit et la mission de devenir le bouclier de la femme. C'est ce qu'il répète à son épouse britannique, tu sais, en lui disant qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de cap qu'il ne serait prêt à franchir pour la protéger, elle, et protéger leur fils. Joe s'est mis en tête qu'il vivrait dans un monde de dragons, et en définitive, le pire des dragons, c'est lui. Vive le Mm. romantisme. Ouais, ouais, je te rejoins. Et en même temps, euh, je trouve que chez Joe, tu vois, il se construit un scénario, tu vois, qui va lui permettre de lire, d'interpréter les réactions de celle qu'il va choisir, tu vois, de l'élu. L'amour Mhm, chez Joe, c'est un amour que nous, les psys, on qualifierait d'un amour narcissique, tu vois. L'amour chez Joe, c'est un besoin d'être admiré lui déjà. C'est l'importance qu'il a de lui en premier lieu, de la façon dont il va manipuler l'autre. Il y a très peu d'altérité finalement, très peu d'empathie. L'autre existe pour lui, dans ses mhm, besoins à lui. À nous. C'est-à-dire que cet amour romanesque, cet amour romantique, derrière ça, je pense qu'il y a un amour très narcissique, un besoin de contrôler, un besoin de garder l'autre contre le sentiment de perte de contrôle, d'insécurité. On en reparlera, mais Joe, tu vois, Joe, soit tu l'aimes, tu le comprends, tu le soutiens, c'est ce qu'on voit tout au long de la série, soit tu le trahis, déçois, tu trahis plutôt ses projections, ses désirs, et là, tu mhm. passes de l'objet d'amour à l'objet de haine. Tu vois, il Oui. va se construire et justifier ses actes meurtriers tout le temps, au nom de l'amour, de la protection de l'autre, et c'est cette construction qui lui permet de passer à l'acte. Mais en fait, derrière cet amour, c'est plutôt des attentes, des projections qu'il a. Et si tu déçois, ça bascule dans la destruction, quoi. Mhm, En fait, l'essentiel à protéger derrière l'autre, c'est lui, en premier lieu. Et tu vois, ces projections, elles sont alimentées tout le temps de scénarios où il va choisir aussi finalement des femmes qui ont des failles aussi narcissiques. Alors, mhm, c'est pas spoiler, mais on voit que Beck, elle a des fragilités et que lui rencontre ces fragilités-là. Parce qu'elle, elle a besoin de reconnaissance, d'écriture, et lui, il vient aussi là-dessus, mhm, compenser. Chez Love, c'est plutôt une espèce d'amour obsessionnel de construire une famille parfaite, et elle rencontre, sa pathologie rencontre, je vais dire, un peu celle de Joe, qui va faire surgir sa part violente à elle aussi, sa part non, ainsi que Kate, qui est beaucoup plus complexe, mais qui, sous des airs hautains, présente aussi des fragilités et présente aussi au contact de Joe, ça fait émerger ça, pardon. Tu vois, il y a des amours et des parts d'ombre qui se rencontrent dans l'amour. oui. Oui. J'aime l'idée du narcissisme sous sous la chevalerie. Euh, alors, à l'origine du tueur en série, il y a un enfant maltraité. Ok, schéma narratif classique. Le monstre ne peut pas accéder à la monstruosité sans en avoir fait les frais. La fameuse cage en verre dans laquelle Joe séquestre ses victimes est une sorte de totem de son enfance, quoi, un legs ténébreux. Il n'y a pas de hasard. La cage est située sous la librairie parce que les bas instincts se situent sous la surface de l'être, en deçà de l'intellect. Joe est en surface un intellectuel, un homme de raison, un homme du livre. Tu vois, son intelligence plane au-dessus de l'intelligence des autres. C'est un tacticien extrêmement véloce et réactif, qui parvient à se tirer hors de la plupart des entraves, mais sous l'intelligence méthodique, il y a la bête, il y a la cage, le totem de son enfance, il y a les pulsions meurtrières. Sauf que Joe finit par avoir un fils, un petit Joe. Tu vois, on parlait de son rapport chevaleresque à l'amour des femmes. L'amour qu'il vit à son, enfin qu'il voue plutôt à son fils est beaucoup plus réaliste.
C'est ça, c'est un amour réaliste, quoi. Il aime profondément son fils. Il l'aime pour de vrai, si j'ose dire, et s'inquiète de ce que l'enfant pourrait le voir comme un monstre. Euh, euh, il était déjà venu au secours d'un jeune garçon maltraité, Paco, je crois, du temps où il n'était pas encore père de famille. C'est peut-être sa vocation première, avant même le secours aux femmes, tu vois, préserver l'innocence des petits Joe. Mm. J'aime beaucoup l'idée de la cage, le soubassement de la bête en dessous, l'intellect, tu vois. J'aime bien cette idée. Tu l'as dit, hein, il y a des traumas, il y a de l'abandon aussi chez Joe. Et on voit que l'abandon, c'est très, très, très douloureux. Et qu'il s'agit justement de ne pas être abandonné, de garder l'autre en cage. C'est vraiment l'image de la cage et du contrôle. Et du sentiment aussi que Joe a de perte de contrôle contre lequel il lutte, tu vois, de Mhm, l'impuissance, de la passivité qui a été la sienne en tant qu'enfant maltraité, en tant qu'enfant enfermé. Donc, mhm. sans trop spoiler, il reprend le pouvoir, tu vois, il reprend le pouvoir quand il enferme, quand il maîtrise. Euh, on a un célèbre psychanalyste qui s'appelle Ferenczi, qui parle de l'identification à l'agresseur dans un de ses ouvrages assez connus qui s'appelle Confusion des langues. Et Ferenczi explique que l'identification à l'agresseur, c'est quand on a été victime, qu'on subit de manière passive et qu'on intériorise la part active, la part de contrôle de l'agresseur. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve chez Joe Goldberg, cette idée de reprendre le contrôle de là où il a perdu complètement le contrôle en tant qu'enfant maltraité. Et du coup, il essaye tout le temps de maîtriser les choses. Et quand il a un fils, je trouve intéressant que tu parles de l'amour de son fils. Il va y avoir aussi chez lui, au-delà de la peur, je pense, de paraître un monstre, je pense qu'il y a la peur aussi de la reproduction. Et il y a un déni de la reproduction. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une peur que Henri devienne un petit Joe, quoi? Et Oui, ça, il s'en défend. Et en même temps, c'est l'objet de la réparation chez lui, tu vois. C'est Henri sera un autre Joe, celui qui n'aura pas subi les carences, l'abandon et la violence. On oui. pourrait se demander si, d'ailleurs, il n'y a pas une forme de transmission inconsciente de la violence, quoi, qui est déniée, banalisée, notamment quand il peut y avoir du passage à l'acte violent chez Henri, sans trop Hmm. spoiler. Oui, sans trop spoiler, ouais. Euh, alors, il y a un chapitre qui serait intéressant à indexer, c'est Joe et la société, quoi. Euh, alors, je vais pas spoiler comme un sagouin, hein, mais à la fin de la série, la société qui a produit Joe est d'une certaine façon appelée à rendre des comptes. Le fameux You ne désigne plus seulement l'être aimé, l'être à protéger, mais nous autres, la société dans son ensemble. Pourquoi sommes-nous dingues des dingues? Pourquoi produisons-nous des dingues? Pourquoi fantasmons-nous sur des dragons? C'est un peu ce que j'ai entendu, moi, dans l'épilogue. Pourquoi le masochisme, quoi? J'en sais rien. Peut-être qu'on aime les monstres, en tout cas les monstres de fiction, exactement comme on aime les grands explorateurs, parce qu'ils n'ont pas de limites. Eh ben oui, ils n'ont pas nos limites. Hmm. La morale nous limite, la peur nous limite, la faiblesse nous limite, la mort nous limite. Et à leur manière, les dragons disent fuck off, tu vois. Je sais pas. Je crois qu'on est fasciné par des verrous qui sautent. Les verrous nous rassurent, nous définissent. Mais quand ils sautent, c'est l'orgasme, quoi. Juste une hypothèse. Hmm. Ouais, je pense que on est construit avec ces verrous, ça nous rassure, ça nous structure. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de fantasmer ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne veut pas être. Peut-être aussi, j'ai souvent parlé de la part d'ombre, c'est-à-dire cette part de noirceur qu'on peut avoir, ces aspects euh, qu'on n'aimerait pas de soi, toute cette part un peu noire, monstrueuse.
qui peut pas prendre tellement de pas dans la réalité, sauf si on a une forme de psychopathie, de personnalité pathologique, un peu comme Joe, qui serait un mélange de parano, de narcissique. On dirait probablement ça aujourd'hui. Il est délirant, il a quand même pas mal de troubles. Et Joe, quand il a ces troubles-là, et qui, au nom de l'amour, parce que ce qui est beau, c'est toujours le mélange, c'est la dualité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau dans la façon dont il aura un amour un peu chevaleresque, et il y a la part d'ombre. Et cette part d'ombre, nous, elle est tellement contenue qu'on ne peut pas, si on est un petit peu agacé, aller tuer l'ex de son copain ou de sa copine, tu vois. Et Mhm. heureusement. Et en même temps, on peut le fantasmer, comme on fantasme dans les rêves. Dans les rêves, il n'y a pas non plus ces verrous, il n'y a pas de barrière. Et la différence avec le réel, euh, peut-être, c'est que euh, ce qui se projette sur l'autre, c'est ce qu'on aimerait et qu'on peut fantasmer aussi bien dans la lecture, dans les films, et qu'il y a une forme d'exutoire. Il y a une forme d'exutoire, du coup. Tu Mhm. vois, ça libère une tension interne, peut-être, de ce qu'on ne peut pas faire, mais qu'on peut retrouver chez l'autre. Une forme de fascination, une forme de libération. Je sais pas, peut-être qu'il y a un peu de ça. Et qu'on retrouve finalement la folie à l'extérieur de soi, ça nous rassure sur le fait qu'elle n'est pas à l'intérieur de soi. Oui, 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 c'est rassurant. Ça, c'est sûr. Alors, l'acteur principal a glow up, comme dirait ma fille. Glow up en termes de jeu d'acteur. Je l'ai trouvé particulièrement diabolique dans la saison 5. Il fait preuve d'une grande maîtrise de son corps et de sa voix. Son air, tu sais, de ne pas y toucher, cette opacité dans le regard, le rendent tout à fait intéressant. Et mention spéciale pour Kate, son épouse britannique, une espèce de Lady Di de la finance, en proie à ses propres démons. Je l'ai trouvée assez chevaleresque pour le coup, mais vraiment chevaleresque. Elle a à cœur d'ouvrir les yeux. Hmm. D'ouvrir les yeux sur Joe? Sur Sur quoi Joe quand et tu dis sur d'ouvrir les yeux? elle-même. Sur Hmm. elle-même. Sur elle-même. On sait qu'elle a un passif assez rocambolesque, si tu veux. Et elle cherche à faire amende honorable, Hmm. tu vois, comme le ferait un chevalier, finalement. Hmm. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que Kate, quand elle rencontre Joe, tu vois, ça fait émerger quand même, pardon, Joe, il est quand même fort parce qu'il arrive euh, finalement à rendre aussi les autres complices de ses agissements, de cette Mhm. transgression. Oui, Tu vois, quel est le meilleur moyen pour faire taire l'autre que de le rendre complice? Et on le voit dans la saison 5 comment il s'arrange pour soit rendre complice, soit amener l'autre à passer à l'acte à sa place, tu vois. Euh, et finalement, c'est en ça que la manipulation, elle est forte chez Joe, c'est qu'il vient toucher la part d'ombre de l'autre, il vient susciter et faire sauter les verrous chez l'autre aussi, tu vois, dont on oui. parlait. Euh, je trouve il arrive très bien à faire ça. Et la différence entre un Joe et une Kate, c'est que Kate, la question de la morale, tu vois, la question de la culpabilité, la question de l'empathie, elle est là chez elle, tu vois, elle est pas psychopathe, elle, tu vois, elle n'est pas euh, complètement frappée, quoi, on va dire. Et elle, elle est prise dans cette culpabilité, dans ce remords, dans l'empathie, dans la façon dont ça transforme l'image d'elle-même, tu vois. Elle se voit devenir un monstre et là, elle en a très peur aussi. Donc, c'est la différence peut-être essentielle entre ce qui détermine la folie, peut-être, et l'autre, c'est que nous, on est capable d'empathie, on ne transforme pas le réel. Euh, on a déjà discuté de cette question de la distorsion cognitive, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser, transformer le réel pour Mhm. le faire à sa confiance. Tu vois. Si je suis un psychopathe et que je vois une Kate, je vais être persuadée que si je tue, c'est pour Kate et par amour pour Kate et que je lui rends service, qu'elle devrait être contente. Comment je transforme le réel à ma guise et quand je m'arrange pour ne pas du coup être pris dans la culpabilité, dans la morale, si je transforme à ma manière, tu vois. C'est un peu le principe.
de la folie. Oui, c'est du pain béni pour une psychologue, une série telle que You. Ah, ce qui est intéressant dans You, c'est qu'on a chez Joe une complexité, tu vois. On n'a pas juste un psychopathe ou un narcissique ou un pervers ou un parano, tu vois. Joe, c'est c'est une recette plus complexe que ça, tu vois. C'est pas le simple gâteau au chocolat ou la tarte à la pomme, tu vois. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'il est très fascinant pour nous aussi, tu vois. Mhm, Nous aussi, en tant que psychologue ou même en tant que femme, tu vois, être séduite par la complexité de Joe, par cette dualité entre l'amour chevaleresque, romantique et le monstre qui se cache en lui. Euh, je crois que Jack l'Éventreur aussi avait une famille, tu vois, on peut être un monstre et être aimé, et aimé mhm, en retour. Et on mhm. pourrait nous-mêmes peut-être se laisser prendre par cette séduction fantasmatique et faire de Joe notre petit mari. Ah, Joe, ouais, effectivement. Il nous emballe, il nous emballe. As-tu quelque chose à rajouter, ma chère Sonia, pour donner envie aux gens qui n'auraient pas connu cette série que je trouve particulièrement intéressante? Au-delà de tout ce qu'on a dit, oui, la psy aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être pour nos auditeurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 5 saisons, il y a quelque chose et de la répétition du fonctionnement de Joe et du renouvellement, aussi bien chez Joe que dans les autres personnages, qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Et tout au long de ces saisons, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de redite. On n'est pas en train de revoir la même saison d'avant, quoi. Donc Mhm. moi, je vous encourage à le regarder, à apprécier, à vous délecter du monstrueux, attendrissant Joe. Joe Goldberg, ouais, parfaitement d'accord avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir, surtout la saison 5. Je trouve Mm. il y a un éblouissement noir à la saison 5 qui clôture très bien la série, en définitive. Une saison 6 n'aurait pas été bienvenue. Et ouais, je le recommande chaudement, le petit Joe. Après, bon, âme sensible, s'abstenir, hein. Mais c'est bien chouette. Merci Sonia. Merci, Erwan. À très bientôt.